Les experts, retour sur le plateau avec nous ce matin. Anne-Sophie Ansif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France et professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Rafik Smati, fondateur de Luxor AI et président du groupe Avanters. Et Mathieu Jolivet, journaliste à BFM Business et spécialiste de l'international. Alors, on va pas quitter franchement le premier sujet, mais on va aller vers un deuxième sujet, mais avec un angle un peu différent. C'est la réglementation européenne sur le numérique et par extension sur les télécoms. C'est une semaine où il y a beaucoup d'actualités dans le domaine, puisque notamment il y a des négociations sur l'encadrement télécom cette semaine et qui ont débuté hier avec la volonté clairement affichée de rejeter les acteurs en termes d'infrastructures télécom, les acteurs chinois comme Huawei. Mais il y a une petite musique quand même qui est montante depuis la mise en place de l'IA-Act, c'est en 2024, c'est le fait que, un peu à la manière des questions environnementales et des questions normatives, est-ce que l'Europe n'a pas été trop loin dans sa vision, dans l'encadrement du digital, au point d'étouffer sa propre capacité à faire émerger des acteurs, des géants et un marché et une forme aussi d'autonomie par rapport à l'Amérique du Nord. Alors Rafik Smati, comme vous êtes biberonné au digital, c'est un secteur que vous connaissez par cœur. Allez, je vous laisse ouvrir le débat. Est-ce que l'Europe aujourd'hui a été trop loin dans sa réglementation sur le digital ? La France et l'Europe ont évolué au fil du temps, ces 30 dernières années, dans une certaine forme d'aversion au risque. C'est-à-dire qu'on a progressivement été tétanisé par l'idée de prise de risque, et donc par l'idée d'innovation qui va avec. Et nous sommes arrivés jusqu'à inscrire le principe de précaution dans notre Constitution, qui est quand même un acte qui n'est pas anodin. Et donc, cette logique qui consiste à dire que nous, Européens, nous allons construire une société de la protection, alors que les autres ensembles mondiaux, les autres empires planétaires sont dans une logique de risque et d'innovation, eh bien là, aujourd'hui, notre faiblesse apparaît évidemment au grand jour. Ce qui fait que dès qu'il y a une innovation aujourd'hui, l'Europe ne pense pas en termes d'attaque, ne pense pas en termes de conquête, elle pense en termes de régulation. L'intelligence artificielle, alors ça a commencé par le RGPD. Alors évidemment, RGPD, données personnelles. Exactement, ces données, ça part toujours d'un bon sentiment. Bonne intention. Il y a aucun des actes de régulation qui partent a priori d'une mauvaise intention. Donc ça part d'une bonne intention. Le RGPD, il faut protéger les données personnelles. Tout le monde sera d'accord avec ça. Sauf que je faisais partie de ceux à l'époque, dès 2019, qui disaient attention, le RGPD va nous tuer. Le RGPD est en partie responsable de l'inertie du numérique européen. D'ailleurs, vous avez des études qui démontrent qu'à partir de 2019, les investissements des fonds US en Europe ont littéralement chuté. Non pas baissé, non pas stagné, mais chuté. 2019, comme par hasard, c'est quelques mois après la mise en application du RGPD. Alors même si on veut être plus anecdotique, vous savez, les petites bannières de cookies qui apparaissent dès que vous arrivez sur un site. Avec le consentement. Avec le consentement, qui empoisonne tout le monde. Eh bien, il y a une étude qui a été faite qui a comptabilisé le fait que ça prenait des milliards d'heures finalement, à l'ensemble des utilisateurs d'Internet en Europe, et ils ont valorisé ça à 14 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que la perte de temps et de compétitivité liée à la présence de ce petit bandeau qui est a priori anodin, c'est 14 milliards. Donc là, l'Europe est en train de se rendre compte qu'elle est allée trop loin, et elle est en train de réfléchir à faire marche arrière. Mais après ça, vous avez eu le DSA, après ça, vous avez eu le DMA, et puis quand est arrivé l'avènement de l'intelligence artificielle, qui est quand même l'une des plus grandes révolutions anthropologiques de ces dernières années, voire de ces derniers siècles, parce qu'elle remet en cause plein de choses. La première question que nous nous posons en Europe, c'est comment on va réguler. Alors que une logique de conquête devrait nous dire comment nous allons essayer d'installer, nous en Europe, des leaders de référence dans ce domaine-là. Notre acte fondateur, c'est un acte de régulation. Un acte de régulation qui s'appelle l'AI Act, alors que j'ai consulté, que j'ai imprimé, qui est absolument illisible, comme tous les actes, de à peu près 400 ou 500 pages. Et quand vous êtes, comme nul n'est censé ignorer la loi, quand vous vous lancez dans un business, vous êtes censé savoir ce qu'il y a dedans. Et donc, vous allez passer un temps monstre. Alors, vous vous rendez compte en réalité qu'il n'y a pas grand-chose dedans, et en particulier pour une start-up. Mais en attendant, vous avez perdu du temps. Et en attendant, vous avez ancré dans votre idée l'idée selon laquelle si vous devez vous lancer dans un business, notamment si vous êtes un jeune entrepreneur et que vous voulez créer votre boîte, eh bien que l'Europe n'est peut-être pas le meilleur endroit dans lequel vous allez le faire. Et voilà aujourd'hui le piège dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on pense tout en termes de régulation, on pense tout en termes de normes, on pense tout en termes de taxes, alors que nous devrions penser en termes de conquête. Vous savez, la moralisation de l'intelligence artificielle, c'est évidemment une question qui va se poser.
parce que ça va poser plein de questions qui vont toucher à la nature humaine même. Mais si on se drape de principes moraux, si on part du principe que l'intelligence artificielle sera un jour mauvaise et qu'il faut donc la réguler, mais pendant ce temps-là, le reste du monde ne le fera pas. Et donc, qu'est-ce que nous serons à faire ? Nous serons amenés à réguler un monde dans lequel on n'existe pas. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Anne-Sophie, sur cette question de la surréglementation, peu importe, hein, j'aime pas trop les mots valises, mais on va le poser comme ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur on va dire les grands mouvements du digital aujourd'hui, vu d'Europe, on va dire heureusement qu'on a un Mistral, un ASML, un OVH, enfin, ils se comptent sur les doigts de la main aujourd'hui. Oui, mais moi, à mon sens, voilà, vous allez me dire peut-être je suis moins en ligne, mais je pense que c'est pas un problème de normes. Moi, je pense que c'est un problème d'investissement et c'est un problème de concurrence. Est-ce que les normes, c'est pas l'appel d'air de l'investissement ? Non, parce qu'en fait, comme on a sacrifié le producteur pour le consommateur et comme on n'a pas un investissement qui finance assez l'innovation, même s'il finance énormément de choses, mais pas assez l'innovation de rupture, eh bien, de fait, l'Europe se met dans quoi ? C'est une institution qui est là pour produire des normes, vous l'avez dit, elle se met sur la norme. Puisque justement, on n'a pas les géants du numérique, on n'a pas l'écosystème. Donc, on se met sur la norme en disant, regardez, on est quand même un marché important, 450 millions. Si les gens veulent aller dans ce marché, ils vont devoir respecter les règles. Donc, si on met des normes, eh bien, ça va faire que nos concurrents vont peut-être pouvoir changer leurs normes, s'adapter à notre marché. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir rentrer dans la chaîne de valeur. Ça a été vrai pendant un certain temps, il ne faut pas le nier, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus, surtout sur des secteurs comme le numérique ou le digital, qui sont absolument fondamentaux, où tout se passe aux États-Unis, et surtout les investissements sont absolument colossaux. Donc c'est un peu ça, le problème, c'est que je trouve que souvent on utilise ça en disant, voilà, c'est complètement... Bon, le taux d'entrepreneurs, chaque année, on le voit en France, est assez important par rapport aux autres. Donc il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, on n'est plus il y a 10 ans, où il y avait un problème, on détestait l'entreprise, etc. On est beaucoup moins là-dedans. Vous regardez les gens, ils veulent créer leur entreprise puis travailler dans le secteur public. Donc voilà, il y a quand même des gros changements. Le problème, à mon sens, c'est qu'on a une politique où on a vraiment mis en avant le consommateur et pas le producteur. On a refusé, c'est le secteur des télécoms, c'est vraiment l'exemple. On aurait pu avoir des géants des télécommunications qui après auraient pu financer cette transition vers le numérique et on a refusé les alliances, les fusions pour ne pas avoir de géants. Donc c'est ça, à mon sens, le grand problème. Parce que quand vous les avez, après vous avez l'investissement qui est drainé et comme vous avez des positions avec des acteurs qui sont géants, c'est beaucoup plus facile d'agir sur les normes. Mais comme on n'a pas ça, on a un petit peu que les normes. Alors, dans ce jeu, il y a deux lectures, Sophie. Il y a, on va dire, la lecture classique de l'Europe, c'est avant tout pensé comme un marché et pour les consommateurs. Il y a quand même un autre aspect, Mathieu, aussi, c'est que, j'allais dire, c'est aussi la souveraineté. C'est-à-dire que chaque pays a eu du mal à lâcher plein de choses dans la création de ce berceau européen, honnêtement. Enfin, oui, c'est le cas dans les télécoms, honnêtement. Complètement. Oui, il y a un aspect de souveraineté, mais ce que je veux dire, c'est moi je pense qu'il faut vraiment aussi qu'on change de logiciel. Et encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que sur ce sujet-là, évidemment qu'il faut penser en termes de frontières européennes, et ça ne me choque absolument. Frontières au sens Schengen. Complètement. Et évidemment qu'aujourd'hui, l'état des menaces extérieures est tel, couplé à une puissance numérique, digitale et IA telle que, évidemment, qu'un DSI, DMA ou tout ce que vous voulez, RGPD, évidemment qu'il en faut. Regardez aujourd'hui, on est rentré dans ce nouveau monde qu'on décrivait tout à l'heure. On est rentré dans un nouveau monde aussi opérationnel de guerre hybride. Cette guerre hybride, elle est omniprésente. Les Russes sont super forts. Il y a un document qui a été publié il n'y a pas longtemps dans une revue qui est liée au Kremlin. C'est un document de 18 pages écrit par le chef d'état-major des armées russes. D'accord ? Et en fait, ça ressemble quasiment à une nouvelle doctrine militaire qui est issue des leçons de la guerre en Ukraine. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que désormais, à partir d'aujourd'hui, il faut revoir tout ce qu'on a appris depuis 3 siècles sur les stratégies militaires et que désormais, l'armée qui prendra l'avantage sur une autre sera celle qui aura le plus de puissance de calcul. La guerre de la data. C'est la puissance de calcul. Donc aujourd'hui, et c'est là où je rejoins totalement ce que disait Anne-Sophie, aujourd'hui, réfléchissons en termes de marché européen, cassons les cloisons réglementaires et de règles de concurrence pour faire émerger les champions, les best athlètes ou ce que vous voulez. En revanche, évidemment qu'il faut barricader un minimum cet espace européen pour pouvoir être pleinement conscient et opérationnel dans cette guerre
guerre hybride qui s'ouvre à nous. Et deuxième chose, qui est peut-être un peu plus anecdotique, mais je remarque aussi que ce trop-plein de réglementation et cet affreux marché européen sur le numérique et le digital ne décourage pas quelqu'un comme Yann Lequin, qui était quand même la star française de Meta, qui lance un nouveau projet entrepreneurial en Europe. Ouais. Donc aujourd'hui, mettons les conditions en Europe pour se barricader tout en attirant tous les Yann Lequin de la Terre. Donc il y a la question d'investissement. Ouais. Je veux revenir sur l'AI Act qui vaut à Thierry Breton d'être interdit de séjour aux États-Unis, d'ailleurs, par ailleurs, notons-le quand même. Non, c'est le DSA. Oui, enfin, bon, on va dire, c'est le mouvement global, quoi, on va dire. Mais sur le dernier né, qui est donc la régulation de l'IA, qui est quelque chose qui doit se structurer sur plusieurs années, et qui n'est pas pleinement appliqué, on a senti quand même, et notamment en novembre dernier, que il y a eu des aménagements qui ont été faits, un peu dans cette logique omnibus européenne, qui est de dire on va se calmer un tout petit peu sur la logique de régulation. Vous en parliez tout à l'heure, parce qu'il y a des effets concrets. Là, je vais prendre la position de l'entrepreneur ou du start-upper. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'incertitude juridique que ça fait naître, parce que c'est pas parce que l'Europe décide qu'elle applique, et on le voit dans plein de domaines. Oui. Marché automobile, honnêtement, voilà. Donc c'est exactement ce qui se passe. Puis d'abord, et aussi, il y a des coûts cachés. Et la curiosité, c'est que finalement, plus une réglementation est forte, plus elle bénéficie aux grands groupes qui ont la capacité à le gérer par rapport à des startups pour lesquelles c'est très difficile finalement de digérer des liasses complètes. Ce sont des paramètres réels aujourd'hui pour un acteur du numérique made in Europe. Ce sont des paramètres réels. Comme je vous l'ai dit, en réalité, dans l'IA Act, qui est un document imbuvable, quand vous l'avez lu... Même avec ChatGPT ? Même avec ChatGPT, ou alors il a peut-être été écrit par ChatGPT, qui sait, mais quand vous rentrez dans le détail, vous vous rendez compte qu'au fond, il n'est pas si contraignant que ça pour une entreprise qui se crée. Mais vous pouvez vous forger cet avis qu'en l'ayant lu, ou en ayant payé un conseil qui analyse la situation pour vous. Donc tout ça, c'est une charge mentale pour l'entrepreneur. L'entrepreneur, il est pas là pour lire des actes. Pardon ? Vous avez l'intelligence artificielle, justement. Oui, certes. Par contre, vous dites un truc hyper intéressant, c'est que sur la bonne échelle, qui est évidemment l'échelle de l'Europe. Et là, nous devons avoir, en tant que citoyens européens, tous collectivement, une véritable révolution copernicienne. Je débattais il n'y a pas longtemps avec un agriculteur au sujet du Mercosur, et il me disait, mais vous êtes favorable aux voitures allemandes ? Et je lui ai répondu, mais oui. Si l'Allemagne réussit à vendre des voitures partout dans le monde, c'est bon pour l'Allemagne, et donc si c'est bon pour l'Allemagne, ça sera bon pour la France. Et donc si nous sommes tous animés par cet impératif catégorique de Kant qui consiste à dire agissons tous de telle sorte que nous voulons que notre maxime devienne une action universelle, c'est-à-dire que si tout le monde pense de cette façon-là, on sera capable de faire émerger cette Europe puissance. Mais le problème de l'Europe puissance, vous savez, il y a eu un switch dans les années 2005. Moi, j'étais favorable au traité de 2005, et je pense que la plus grande erreur de la France, c'est d'avoir voté non. Pourquoi ? Parce que dans ce traité de 2005, vous aviez une boîte à outils et vous aviez une dimension politique. Dans le traité de Lisbonne qui est arrivé après, on a gardé la boîte à outils. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui fait le défaut de l'Europe, on l'a gardé, mais tout ce qui aurait pu lui donner un souffle, on l'a retiré. Et je crois que doit se poser aujourd'hui la question, et l'Europe n'est pas aujourd'hui armée pour ça, parce que nous sommes trop faibles, de comment réussir à insuffler une véritable énergie positive autour de la construction européenne. Alors, la curiosité sur cette régulation liée à l'intelligence artificielle, c'est que d'une certaine manière, le débat est en train d'apparaître aussi aux États-Unis, puisqu'il y a certains États qui ont la tentation de mettre en œuvre de la régulation un peu locale, puisque les États ont des capacités de légiférer sur des points assez forts. Et on voit que ça remonte, j'allais dire, jusqu'à Washington à l'administration en disant « Ouh là là, attendez, il n'y a rien de pire qui puisse arriver. Finalement, c'est presque, on est en train de construire l'Europe à l'envers. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un patchwork juridique sur l'intelligence artificielle. » Honnêtement, aujourd'hui, et c'est une question sur laquelle elle est très très ouverte de ma part parce que j'ai pas la réponse, est-ce que sur l'IA, il faut lâcher les chevaux et voir ce qu'on va voir finalement dans les années qui viennent, dans plein de domaines, ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a urgence à poser des cadres parce qu'il y a des dangers multiples ? C'est une question profonde, et on peut en reparler dans 1 an, 2 ans et 3 ans, on aura sûrement des réponses qui ont évolué les uns les autres. Non, mais c'est vrai que déjà, en économie, c'est très compliqué, puisque bien sûr qu'on se dit qu'il va y avoir plus de gains de productivité, mais on n'a vraiment aucune étude qui dit, ça va créer
tant de gains de productivité à tel moment, dans quel endroit. Donc on sait que ça va en créer, mais on ne sait pas vraiment la proportion, etc. Pareil sur l'emploi, on sait que ça va bien sûr créer des emplois, mais on sait aussi que ça va en détruire. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, même si on est tout à fait pour, il faut le faire, etc., il n'y a pas du tout de sujet là-dessus, mais il y a un sujet politique et sociétal derrière. Dès que vous avez une transition numérique, on l'a vu pour Internet, vous avez cet aspect-là. Et donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'États qui sont peut-être moins numériques, qui sont moins spécialisés, qui vont dire attention, ça arrive, est-ce que voilà, je ne vais pas avoir que des perdants, est-ce que les gens ne vont pas perdre leur emploi, etc. Ces questions se posent. Et donc même nous, dans la réglementation, et c'est ça qui est un petit peu dommage, on dit qu'il y a un peu des normes comme ça, alors qu'on devrait avoir un petit peu un débat de quelle IA on devrait avoir, parce que ça, à mon sens, c'est un débat qui est assez juste, hein, comme vous l'avez dit, ça a des conséquences qui sont quand même énormes. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fond, légiférer. Et là, en effet, aux États-Unis, comme vous avez très peu de réglementation et que vous avez des IA qui sont quand même très puissantes, bah, vous avez beaucoup d'États qui se disent, voilà, ça a des impacts et peut-être pas toujours des impacts positifs. Donc, comment je peux essayer de me protéger pour limiter l'impact? Mais c'est pas parce qu'on parle de réglementation ou de régulation que c'est forcément mauvais. C'est pas pour forcément tuer l'innovation. Donc, c'est ça, il faut vraiment conserver l'innovation et avoir toujours une IA de plus en plus puissante, etc. Il n'y a pas de sujet. Et ensuite, dans l'application, c'est là où, à mon sens, il doit y avoir un débat plus démocratique sur quelles normes on met en place pour l'intégrer. Vous le voyez hein, sur les normes de santé, les données de santé, etc. Vous savez très bien jusqu'où ça peut aller ensuite dans des dérives comme aux États-Unis où vous êtes dans un secteur de santé sur l'assurance, où c'est parfois très compliqué de se faire rembourser quand vous avez tel ou tel. Donc bien sûr qu'il y a des débats comme ça qui vont exister et que certains acteurs vont utiliser l'IA pour aussi maximiser telle ou telle chose, surtout aux États-Unis, c'est vrai. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a cette inquiétude. Mais c'est vrai que très souvent quand on a le débat, c'est réglementation, oulala, on va tuer l'innovation, et puis l'autre vers, ça, il faut pas tomber là-dessus. Il y a quand même, Anne-Sophie, un petit peu de ça. Il y a quand même un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'on tue l'innovation. Je vais vous donner un exemple concret. Soyons pratiques. Vous prenez l'exemple de la voiture autonome. Vous allez aujourd'hui à Austin, vous allez à Dallas, vous allez à San Francisco. Vous avez des voitures qui roulent toutes seules. Et donc des sociétés. Vous avez un Tesla par les Nord, vous pouvez tester. Oui, non, mais exactement. Et donc vous avez des voitures qui roulent toutes seules et vous avez une véritable industrie. Enfin, ça devient la norme. En Chine aussi. Nous, en Europe, la conduite autonome de niveau 4 et 5 est interdite. Alors ça va bouger. Mais en attendant, pendant que c'est interdit, nos joueurs à nous, nos acteurs, nos entreprises, eh ben, elles sont tétanisées et elles ne peuvent pas avancer. C'est valable dans le domaine du véhicule autonome, qui est clairement une industrie d'avenir, mais c'est valable aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous avez plein de modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui qui ne sont pas accessibles en Europe. Vous avez les dernières versions des modèles, par exemple, de Google Gemini ou autres, qui ne sont pas accessibles en Europe. C'est-à-dire que pendant que vous avez des startups aujourd'hui qui sont en train de se constituer en accédant à un certain nombre de modèles de langage et à un certain nombre de technologies, nous, en Europe, on ne le fait pas. Alors, on y aura accès. Mais au bout de combien de temps? Au bout de 6 mois? Au bout d'1 an? Mais aujourd'hui, dans cette société d'accélération... C'est sur l'innovation, c'est ça le sujet. Dans cette société d'accélération, 6 ans de perte de compétitivité, c'est colossal et c'est insurmontable. Juste un mot, je trouve qu'en termes de retour d'expérience sur les réglementations juridiques, c'est hyper intéressant de toujours garder en tête le modèle chinois. Parce qu'en fait, c'est vrai que parfois c'est quelque chose qu'on peut oublier, mais sur le numérique, l'utilisation des datas, la consommation digitale, c'est eux les pionniers, c'est pas les États-Unis. Je me rappelle, il y a à peu près 10 ans, une dizaine d'années, vous avez la ville de Chengdu qui avait organisé toute une partie de ses rues avec une partie des trottoirs qui étaient réservés aux smartphones et aux gens qui regardaient leur smartphone. C'est les premiers aussi à avoir utilisé des drones massivement et notamment des drones de surveillance. Et en fait, on a l'Occident s'est un peu trop vite moqué souvent des réglementations qui arrivaient en Chine en rangeant ça derrière la bannière d'un parti autoritaire, etc., qui avait surveillé son peuple. Non, mais évidemment... Là, il y avait une forte innovation. Non, mais évidemment qu'il y a un peu de ça. Ce que je veux dire, c'est que 10 ans plus tard, on se retrouve, nous, avec 10 ans de retard, à réfléchir sur interdire les réseaux sociaux à partir de 15 ans ou de 16 ans, intégrer les vols de drones dans les réglementations aériennes. Ils ont fait ça il y a 10 ans en Chine. Voilà, c'est juste... On rejoint un peu la question de la planification dont on parlait tout à l'heure. Oui, voilà. Et juste pour revenir par rapport à ça, quand vous regardez justement que vous allez en Chine, les réseaux sociaux en Chine, ils sont beaucoup plus contrôlés, beaucoup plus normés que les versions qu'ils nous donnent aux États-Unis et en Europe. Exactement. Donc c'est aussi assez intéressant que eux
protègent bien leur marché en ayant vraiment des applications plutôt de bonne qualité. Et par contre, la version européenne ou américaine, ça n'a absolument rien à voir. Ils ont des trackers hyper performants. Exactement. Alors, le temps file, je voudrais qu'on consacre les dernières minutes sur l'industrie et la réindustrialisation. Donc il y a une actualité qui rebondit un peu sur votre remarque, Rafik, à l'instant, en disant si l'automobile allemande va bien, tant mieux et tant mieux pour l'Europe. Là, en ce moment, l'automobile européenne et notamment allemande ne va pas très bien. Non. Il y a une conséquence assez nette, c'est que Bosch a annoncé hier la fermeture d'un site en France, en Allier. C'est 265 emplois menacés. Mais j'allais dire, c'est une fermeture parmi d'autres. Il y a eu Brandt et ainsi de suite, ainsi de suite. Et la question qu'on peut se poser, qui est provocatrice, c'est de se dire, est-ce que finalement tout ce grand plan de réindustrialisation sur lequel il y a eu ont été mobilisés des dizaines de milliards d'euros depuis 2017, avec différents leviers, France 2030, ainsi de suite, est-ce qu'on n'est pas en train de tenter de sauver le Titanic, là où, justement, il faudrait des milliards et de l'investissement, comme l'appelle le rapport Draghi, dans les domaines de demain? C'est-à-dire que, est-ce que la France ne se trompe plus de combat aujourd'hui, finalement, en essayant de sauver l'industrie, même s'il y a un enjeu social, il est réel? Alors, moi, je ne dirais pas forcément, parce que c'est vrai que les pays qui ont une base industrielle forte, Italie 16%, l'Allemagne 20%, bien sûr qu'ils ont des pépites, des ETI dans de très bons secteurs, etc. Mais voilà, ils vont être autant spécialisés dans la voiture autonome que dans les brosses à dents. Et si vous voulez être une puissance industrielle, il faut avoir du volume. Pourquoi l'Italie et l'Allemagne sont très forts? C'est parce que quand vous êtes une industrie en Allemagne, vous avez des sous-traitants et vous n'en avez pas un ou deux, vous n'avez pas un ou deux fournisseurs. Parce que vous avez un tissu, parce que vous avez le volume. Et donc, quand il y a une difficulté économique, si vous avez un de vos fournisseurs qui vous dit, voilà, le prix va augmenter de temps, tu paies ou t'es mort, tu peux aller ailleurs en disant, non, on va regarder, peut-être que ce ne sera pas ça, etc. Parce que vous avez encore une fois le volume. Pareil, on dit les marchés publics, il faut que ce soit une préférence européenne ou française. Très souvent, il y a, mais il n'y a pas le volume d'offres pour pouvoir répondre à ces marchés parce qu'on n'a pas assez d'industrie. Donc en fait, il y a deux choses. Où on se dit, on fait une industrie de pointe, on va, vous l'avez dit, sur les IA, les batteries, etc. La défense. Et le reste, la défense, là en plus, on est déjà bon et on arrête le reste. Mais ça veut dire qu'on aura, dans le PIB, on sera à 12-13%. On a travaillé à France Stratégie sur ce rapport, on ne sera pas à plus. Où on décide de redevenir vraiment une puissance industrielle à 15-16%, comme l'Italie et l'Allemagne. Et là, en effet, on doit investir autant sur les brosses à dents que sur l'IA. Ça, c'est vrai que c'est un choix. Et aujourd'hui, à mon sens, pourquoi on n'a pas les résultats que l'on veut, c'est comme d'habitude, on n'a pas tranché. On est un peu sur les deux. Donc on a le mot planification. Voilà, donc on a un peu saupoudré. Et donc, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? C'est que les industries qui sont plus traditionnelles, qui sont plus très concurrencées par la Chine, ont beaucoup plus de difficultés à rester. Donc, c'est ça le sujet. Rafik, votre regard avec vous, c'est un regard d'innovation. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, est-ce qu'un pays comme la France, et par extension une partie de l'Europe, a besoin d'un socle industriel où il faut tout parier sur l'innovation? Est-ce qu'on est rentré dans un monde où il faut tout parier sur l'innovation? Nous sommes rentrés dans un monde où il faut être fort et puissant dans un certain nombre de filières. Je ne crois pas nécessairement au saupoudrage, l'idée qui consiste à dire qu'on va mettre quelques dizaines ou quelques centaines de millions un petit peu partout. Ça, j'y crois pas. Et on en revient à la logique de planification. Et je vais vous donner quel pourrait être l'exemple d'un type de planification dans laquelle nous pouvons, nous encore, Français et Européens, jouer. Vous avez la bataille des modèles de langage, je considère qu'elle est perdue aujourd'hui. La bataille de l'intelligence artificielle de première génération. Mais la bataille qui vient après, c'est laquelle? C'est la bataille des robots. Parce que ces intelligences artificielles, il va falloir leur donner une forme. Et l'un des grands enjeux de ces 10 ou 20 prochaines années, c'est là aussi extrêmement anthropologique comme réflexion. C'est faire en sorte que des modèles qui aujourd'hui vous envoient du texte soient incarnés physiquement. La bataille des robots, c'est la prochaine bataille et elle n'est pas réellement engagée. Les Chinois sont engagés de manière assez aboutie, les Américains un petit peu. En Europe, nous avons quelques champions qui commencent à le faire. Donc là, il y a un marché sur lequel potentiellement on peut faire des étincelles. Mais en disant ça, ça ne suffit pas. En disant ça, il faut une volonté politique et il faut un objectif. Et voyez-vous, il y a un secteur qui pourrait servir de précurseur dans le domaine de la robotique, c'est le secteur des robots fantassins en matière d'armée. Vous avez justement la Chine qui est en train de construire des robots fantassins. Eh bien, moi, je suis d'avis, par exemple, à ce que les armées européennes, et notamment l'armée française, mettent en place un nombre de moyens substantiels, 3 ou 4 milliards d'euros, en disant « je commande à des entreprises européennes 10 000 robots fantassins
à horizon 10 ans. L'intérêt de cette démarche-là, c'est de mettre en mouvement toutes les entreprises de robotique européennes, avec un objectif précis. Et de créer le fameux tissu dont parle. Et un objectif daté, avec un effet secondaire qui s'est toujours confirmé dans le temps. Dès que vous avez des investissements militaires, ça finit toujours par irriguer le civil. Et donc, on ne proclamera pas demain le fait de réussir dans la robotisation avec un coup de baguette magique. Vous n'aurez aucun président de la République qui arrivera en disant nous allons créer une grande société nationale ou européenne de robots comme on avait fait un Airbus à l'époque. Je me souviens quand Jacques Chirac et Angela Merkel se sont réunis en se disant nous allons faire un Google européen et on va l'appeler Quero, on met 100 millions ou 200 millions sur la table. Ça a évidemment fait flop. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut marcher que si vous avez la puissance publique qui est prescriptrice et qui signe le chèque, mais qui fait confiance ensuite aux forces de production, aux forces d'innovation et aux entrepreneurs de France et d'Europe pour construire. Donc là, vous auriez une filière à 10 ans en disant nous allons jouer dans la bataille des robots qui n'est pas encore réellement lancée et nous allons mettre la commande publique et notre stratégie militaire au service de cette ambition. Et ce que nous pouvons faire sur cette filière-là, avec en amont d'ailleurs un vrai enjeu, j'ai oublié, mais c'est extrêmement important, un vrai enjeu énergétique, parce que pour faire tourner 10 000 robots ou plus, vous aurez besoin de beaucoup d'électricité. Eh bien, ça tombe bien en France, on va avoir peut-être 6 EPR et peut-être même 14 si toutes les options sont levées, ce qu'il faut absolument faire. Voilà une décision d'ailleurs à prendre maintenant de planification. Donc vous avez les 14 EPR, vous avez les armées qui commandent 10 000 robots avec plusieurs milliards d'euros sur la table, et vous avez toute une filière qui se met en mouvement pour les 10 ou 20 prochaines années avec des conséquences civiles gigantesque. Il y a quand même des petits signaux quand on voit Renault qui prend le virage du drone militaire, même si c'est intermédiaire, mais c'est-à-dire qu'on voit quand même des petits signaux. Mathieu, sur cette question, il ne nous reste pas beaucoup de temps, juste il y a quand même le social derrière. C'est-à-dire ces virages-là, et honnêtement, dans la faiblesse de la planification aujourd'hui, il y a le jeu politique. C'est-à-dire que c'est recomposer tout un tissu d'emploi et tout ça. C'est un paramètre à prendre en compte aujourd'hui, Mathieu ? Évidemment, c'est un paramètre à prendre en compte, mais ce que je veux dire, c'est que l'emploi, c'est pas l'emploi à mettre en amont, l'emploi arrive en aval. Vous prenez les décisions pour créer le tissu qu'il faut et derrière, l'emploi en découle. Et en fait, aujourd'hui, on décrivait dans la première partie de l'émission ce nouveau monde dans lequel on rentre. En fait, si vous mettez à la place d'un industriel, le maître mot dans ce nouveau monde, c'est la géoéconomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout l'enjeu pour un industriel est d'avoir un environnement qui sécurise au maximum toutes ces chaînes de valeur. Et donc, si on reprend votre exemple du robot fantassin qui serait en France, il faut imaginer des robots avec un métal qui a été façonné dans la vallée de l'Arve, avec une énergie qui vient un peu d'un EPR de Penly et un peu des éoliennes de l'Allemagne, et puis un fusil d'assaut qu'il a entre les mains, dont le métal a été façonné grâce à des minéraux critiques qui viennent des sous-sols du Groenland. Pour reboucler sur... merci à vous, merci Anne-Sophie, merci Rafik, merci Mathieu. Le maître mot, je crois, on peut le garder, c'est le mot planification de ce débat. Vous pouvez retrouver les experts sur toutes les plateformes podcast et replay de RMC, BFM Business.